Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de patrimoine nucléaire et climat, cette première édition de 2026. Meilleurs vœux à vous tous et à vous toutes. Bon, ce soir, nous allons consacrer donc ce premier webinaire de 2026 au sujet des matières premières critiques et stratégiques nécessaires à la transition énergétique. Et notre invité ce soir est Philippe Varin. Philippe Varin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Alexis, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Nous aussi, merci à vous d'être présent. Donc, Philippe Varin, vous êtes président de la Chambre de commerce internationale, l'ICC, ancien dirigeant de grands groupes industriels et auteur du fameux rapport Varin, remis par vos soins au gouvernement français sur la sécurisation des approvisionnements en matières premières minérales. À nouveau, Monsieur Varin, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre rapport en 2022, il s'inscrivait dans un contexte de basculement majeur, une prise de conscience que la transition énergétique et l'électrification des usages repose désormais sur un grand nombre de métaux aux chaînes de valeur complexes, globalisées et concentrées, notamment en Asie. Les évolutions observées depuis la publication de votre rapport, marquées par des restrictions et des tensions accrues sur certains flux de matières premières, en ont confirmé la pertinence et l'actualité. Avant de commencer, je voudrais revenir brièvement sur votre parcours et sur la genèse du rapport, ainsi que sur sa commande qui vous a été confiée par le gouvernement français. Alors, mon parcours, pour commencer, j'ai passé simple 45 ans dans l'industrie, donc 25 ans dans l'aluminium, puis ensuite 6 ans dans l'acier, 6 ans dans la voiture et 6 ans dans le nucléaire, justement. Et puis d'ailleurs, j'avais émis beaucoup de CO2, extrait beaucoup de matériaux de la planète, alors je pensais qu'il fallait que je me fasse pardonner. Et j'ai pris la présidence du groupe Suez, pourquoi ça n'a pas été un long fleuve tranquille pendant 2 ans avec l'OPA de Veolia. Et je crois que ce qui est important pour le sujet de ce soir, c'est que j'ai été président de France Industrie, donc la mise en place de vrais écosystèmes industriels en France en 2017. Également, je suis passionné par les matériaux, puisque j'ai présidé le Forum mondial des matériaux pendant 10 ans. Donc ça me donne des points de vue généraux sur les matériaux. Et puis actuellement, je préside, comme vous l'avez dit, la Chambre de commerce internationale, où la question des matériaux critiques est aussi un enjeu pour l'ensemble des entreprises dans le monde. Donc voilà, je dirais, le contexte. Alors, peut-être pour revenir sur le rapport. Avant de peut-être rappeler les conclusions du rapport, je crois que c'est intéressant de se dire, voilà, quelles étaient les conditions en 2022 générales et comment sont-elles aujourd'hui, 4 ans plus tard. Bon, le premier sujet, c'est que la dynamique du changement climatique, elle s'aggrave plutôt. Moi, j'étais à Belém. Franchement, la dernière évaluation que l'on peut faire après, avec les engagements des différents pays, c'est qu'on est plutôt autour de 3 degrés qu'en dessous de 2. Hein, quand je dis autour, même au-delà. Hein. Donc, cette pression, elle n'est pas près de disparaître. Et d'ailleurs, ICC a fait une étude approfondie sur les événements sévères. Sur les dernières années, ils ont coûté 2 trillions de dollars sur la planète, pour un PIB mondial qui est à peu près de 100. Hein. Donc, c'est important, surtout. Sur les populations, il y a 2 milliards d'habitants de la planète qui ont été touchés par des événements sévères. Donc, je dirais, la pression du climat, donc, elle reste, elle est inchangée. Et puis également, ce qu'on disait il y a 4 ans sur les matériaux et l'empreinte de ce que nous faisons en matière d'énergie reste valable. Un véhicule thermique, il a une empreinte 6 fois plus importante. Non, c'est le véhicule électrique qui va avoir une empreinte 6 fois plus importante que le véhicule thermique. Donc, les matériaux sont un vrai sujet sur l'empreinte. Et c'est la même chose pour le kilowattheure éolien par rapport au kilowattheure gaz. Donc, on a vraiment un enjeu matériaux lié aux nouvelles technologies. Et puis, je dirais, le troisième point qui n'a pas beaucoup évolué, c'est que la question des matériaux, c'est un pilier des politiques industrielles des différents pays. Et je dirais, la démarche de la Chine, qui a le contrôle de 60% des chaînes de valeur, cette situation n'a fait que se renforcer. Les États-Unis se sont, entre guillemets, réveillés très sérieusement avec l'IRA, donc l'Inflation Reduction Act sous Biden, et puis avec le nouveau président des États-Unis, ce sujet de politique industrielle sur les matériaux fait la une aujourd'hui, donc tous les jours. Et l'Europe reste, même si, on en parlera peut-être, fait des efforts dans ce domaine, elle reste quand même très à l'écart de la Chine ou des États-Unis. Donc, ces éléments n'ont pas bougé. Ce qui n'a pas bougé non plus, c'est que finalement, la question des matériaux et de la transition, c'est un sujet systémique. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir dans l'ensemble et faire des choses cohérentes. Et est-ce on est face à ça en Europe, quand on veut lancer le véhicule électrique en Europe, et qu'on a affaire à un système
énergétique qui n'est pas décarboné dans certains pays. Si on roule à l'électrique en Allemagne, on dépense on émet autant de CO2 qu'avec un véhicule thermique aujourd'hui. Donc ça, c'est, je dirais, ce qui n'a pas changé. Ce qui a changé, par contre, c'est que, on est confronté à une crise de l'automobile en Europe. Hein. Deux, la croissance de la Chine a ralenti fortement. Hein. Et donc, on a un impact sur les prix qui, par rapport à 2022, ont baissé, mais ils pourront remonter aussi bien. Donc ça, c'est quand même un élément qui a changé en termes de pression sur les constructeurs qui, par ailleurs, ont une situation extrêmement difficile. Et puis, je dirais, on a une nouvelle situation des tarifs douaniers dans le monde, des restrictions aux exportations qui sont en fait plutôt en augmentation forte. Et je dirais, probablement, on attend aussi qu'au niveau européen, on ait un plan de sauvetage de l'industrie automobile qui devra inclure sérieusement la dimension batterie maintenant. Donc ça, ce sont des éléments nouveaux. Donc, dans ce contexte, maintenant, quelles ont été les mesures proposées par le plan? Bon, on a en France, les choses au niveau européen également. En France, on a proposé qu'il y ait un observatoire des matériaux. Il existe, c'est l'OFREMI. Il existe sous la tutelle du BRGM, mais enfin, c'est partenariat public-privé. Donc, également, les filières des constructeurs font partie de automobiles, notamment, font partie des actionnaires, entre guillemets. Il y a le délégué interministériel aux matériaux stratégiques, qui est Benjamin Guelzo, et qui, je pense, fait un excellent travail. Beaucoup de choses ont été faites en matière des compétences, notamment sur le terrain d'ailleurs, en lien avec les projets de Gigafactory, dans les trois qui sont actuellement dans le nord de la France en développement. Moins au niveau des universités, mais ça commence à venir. Il y avait des recommandations assez précises. Il était mis en place un fonds d'investissement qui est piloté et géré par Infravia Capital, donc, qui est là pour aider justement au développement des projets, qui démarre peut-être un peu plus doucement que prévu, puisqu'il y a moins de tension sur les prix, mais enfin, je dirais, il se développe. Et puis, l'idée que sur le plan industriel, il fallait prendre des décisions et des orientations sur les batteries d'un côté et sur les aimants de l'autre, pour essayer d'avoir les synergies. En fait, on a cette situation à Dunkerque où on va avoir Vercors qui vient d'être inauguré, une Gigafactory, et il y en a une à Douai, sur les deux constructeurs, donc ça en fait 3. Et puis il y a Prologium, je dirais un projet de batterie solide qui va être inauguré, la première pierre. La première pierre sous peu, exactement. Très rapidement, effectivement. Et puis sur la filière aimant, où il n'y avait pas grand-chose, avec Carester, à Lac, il y a également maintenant un développement à la fois sur le recyclage des aimants, mais également qui pourra, je pense, faire la séparation de terres rares lourdes, en complément de ce que fait l'usine de La Rochelle, qui avait été mise sous cocon pendant très longtemps, et on a réinvesti, et on va pouvoir aussi faire de la séparation de terres rares. Donc il s'est fait un certain nombre de choses sur le plan industriel. Et puis au niveau minier, on a bien sûr le projet d'Imeris, qui n'est pas encore complètement décidé. J'espère qu'il va naître sur le lithium à Échassières, dans l'Allier. Et puis, il y a toute l'exploitation possible des saumures en Alsace, avec cette utilisation duale de l'eau qui sert à la fois en géothermie, mais qui sert aussi à séparer le lithium. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. La plupart des recommandations ont été suivies. La question, c'est que, je dirais, la vitesse à laquelle tout ceci se développe est insuffisante. Et ce qui marque aussi a marqué les esprits, c'est le problème de Northvolt sur les batteries, qui a refroidi quand même un certain nombre d'investisseurs, puisque je crois que c'est à peu près 45 milliards, je crois, qui ont été quand même touchés dans cette affaire. Donc, voilà. Donc, voilà la situation. Beaucoup de choses n'ont pas changé, certaines ont évolué, mais la plupart des recommandations sont quand même mises en œuvre, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Avec des projets industriels annoncés. Sur les terres rares notamment, il y a encore plusieurs projets qui sont annoncés. Il y a les projets évidemment de Carester, CarHub, et évidemment, il y a MagroSource sur le recyclage. Il y a le projet de Rare Earth qui a été annoncé il n'y a pas longtemps. Donc au moins, on peut se réjouir de voir une action assez efficace de ce point de vue-là, avec beaucoup de projets annoncés. Puisque
Dans les précisions, je pensais dit tout à l'heure, si on en récolte 45 milliards, plutôt 15 milliards. Hein. C'est pas, On vérifiera, mais c'est pas négligeable néanmoins. je Voilà. comprends que ça puisse refroidir des investisseurs. Cher Philippe Barin, dans votre rapport, vous avez donc souligné que cette transition énergétique, elle entraîne une dépendance aux hydrocarbures, à une dépendance aux métaux, avec un risque accru et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Avec le recul et peu de votre rapport, quels signaux faibles qu'on pouvait observer déjà depuis, on va dire, une bonne décennie, vous semblent aujourd'hui particulièrement prémonitoires au regard de ce que l'on voit actuellement? Alors, il y a des signaux, puis il y a des signaux faibles, puis il y a des signaux pas faibles. Hein. Donc, il y a des signaux forts même. Et j'ajoute un dernier point qui Ouais. est, est-ce que dans ces signaux, l'un a été, on va dire, le déclencheur par rapport à la commande de votre rapport? Je vais vous dire, déclencheur de la commande de mon rapport, c'est le suivant. Euh, c'est en juin 2021. Et il faut dire le Forum des matériaux tous les ans à Nancy. Et dans la salle, les mineurs disent aux constructeurs automobiles qui sont là, ils disent Now is the revenge of the miners. On a passé 20 ans à avoir des rendements dans les mines très faibles en fait, hein, et peu d'investissement. Mais en ce moment, il dit ça y est, c'est reparti. Et ceux qui dans la salle n'auront pas pris des take-or-pay, des contrats de take-or-pay pour assurer leurs approvisionnements, le regretteront dans 5 à 10 ans. Et j'étais à ce moment-là, quand j'avais été président de France Industrie, j'ai discuté avec Bercy, notamment la ministre Agnès Pannier-Runacher, en disant voilà, il faut faire quelque chose. Bon, donc elle m'a dit mais pour faire le quelque chose, vous allez me dire ce qu'il faut faire et on va travailler sur ce sujet. Voilà. Donc, il n'y avait pas eu un événement spécifique, sauf celui plus anecdotique que je viens d'évoquer. Le point très important, quand même, aujourd'hui, sur les signaux, c'est qu'il est clair que dans les politiques industrielles qui sont menées par les différents blocs, il est évident que ces métaux critiques sont un élément absolument clé. Alors, il y a le terme américain qui est weaponization, c'est-à-dire comment on fait des matériaux critiques une arme. Et dans les grandes tensions géopolitiques actuelles, on voit comment la Chine, qui a une stratégie extrêmement sophistiquée, qui a décidé, donc en prenant 60% du contrôle des chaînes de valeur des métaux critiques au fédéral, en moyenne, à chaque fois de se concentrer sur la capacité d'avoir accès à la ressource, notamment avec l'initiative Belt and Road, en arrosant financièrement un certain nombre d'États plutôt axés sur la périphérie de l'Afrique ou en Asie, et ayant un accès via les ports à des sources minières, à des ressources minières à des coûts compétitifs, et décidant de faire en Chine la transformation et le raffinage. Ce qui fait que sur certains matériaux, elle obtient 90% de la part de marché mondial. C'est l'exemple des terres rares, mais pas uniquement. Sur le gallium, on a la même chose sur le scandium, qui va devenir un sujet. Et donc, dans cette situation, quand on a 90% de part de marché, on a dans sa main une arme potentielle, qui est la restriction des exportations, ou la mise sous licence, etc. Et on l'a bien vu dans le découplage États-Unis-Chine, à chaque fois que le président Trump dit qu'une partie des chips de NVIDIA n'ira pas en Chine, il y a une réplique la semaine suivante sur des restrictions. Donc ça, c'est un élément qui est un signal très fort maintenant d'utilisation comme une arme. Il y avait eu avant des signaux plus faibles sur les composants, puisqu'on a eu des pénuries de composants dans l'automobile, donc c'est pas tout nouveau, mais enfin, on voit quand même une dérivée tout à fait préoccupante. Mais ça peut être aussi pendant un certain temps, l'Indonésie a mis des ressources, des contraintes à l'export sur le nickel aussi, hein, de la même manière. Donc, ça, c'est un premier élément. Puis je dirais le deuxième élément, c'est les 370 milliards de dollars qui ont été mis sur la table pour l'IRA aux États-Unis. Et maintenant, quand on voit que les États-Unis ont créé Rare Metals, donc sur les terres rares, mais aussi l'État américain prenant une part dans MP Materials, qui est un ancien Molycorp, hein, qui était passé en Chapter 11, qui a été complètement régénéré. Donc c'est une intervention directe de l'État américain dans des actifs miniers. Et je ne parle pas d'autres sujets que vous connaissez bien. Bon, et par rapport à ça, on voit aussi que l'Europe
réfléchi, avec sorti du Critical Raw Materials Act, par exemple, et puis de Resources EU plus récemment, mais aussi à un rythme qui n'est pas exactement celui qu'il faudrait avoir dans la situation actuelle. Donc, les signaux ne manquent pas. On voit une concentration qui s'effectue notamment sur la transformation. Je voudrais rebondir sur un point avec vous, Philippe Barra, c'est cette concentration notamment en Chine. Est-ce que c'est une véritable volonté, je veux dire, de l'État chinois, fameux ministère de l'économie, le MOFCON? Est-ce que c'est une volonté, tout simplement parce qu'ils avaient des besoins et qu'ils avaient des facteurs de compétitivité qui en faisaient que c'était la moins chère et donc plusieurs entreprises ont délocalisé et leur ont amené la technologie? Comment ce mécanisme s'est-il opéré? Ou est-ce que c'est une véritable volonté étatique? Ah bah, c'est une volonté étatique. Je vais vous raconter une histoire, c'est pas une histoire tout à fait vraie, hein. C'était en 2014, je crois, entre 2013 et 2014, j'étais président de Peugeot à l'époque. Je vois, Miao Wei, qui était l'ancien, partenaire, le président de Dongfeng, mon partenaire, et qui était devenu ministre de l'Industrie. Je vais voir Miao Wei, dans sa qualité de ministre, et je vais lui annoncer que nous allons à Wuhan faire des véhicules électriques, 2013-2014. Et je lui dis: «Voilà, c'est une bonne nouvelle, Miao Wei». Il me répond: «Mais d'où viennent les batteries?» Et donc je lui dis: «Alors malheureusement, pendant les 2 premières années, on va utiliser des batteries coréennes». Il m'a dit: «C'est un peu gênant puisque vous n'aurez pas la licence pour faire les voitures en Chine, ce sont des batteries coréennes». Donc, si je vous encourage à faire une chose, c'est de relire, China 2025, écrit en 2015. Je l'ai fait récemment, c'est un vrai plaisir. Il n'y a pas une virgule à changer. Tout y est. Y compris, bien sûr, tout ce qui concerne la mobilité, mais aussi tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Donc, tout ce qui a été fait dans ce domaine n'est absolument pas le hasard. Et avec, je dirais, une approche à la chinoise, parce que lorsqu'on contrôle, et à l'époque c'est important, les entreprises d'État, les SOE, State-Owned Enterprise, on n'a pas franchement de débat sur les subsides, enfin les subventions, c'est très compliqué à ce moment-là, hein. C'est l'État qui décide, à la fois pour acheter les matières et puis pour les transformer. Donc, enfin, c'est une entreprise d'État, hein. Donc, on a quand même des conditions particulières et une certaine capacité à s'affranchir. On n'a pas toutes je dirais, les normes européennes qui conduisent aussi à avoir probablement des acteurs plus morcelés. Avec le recul, est-ce qu'il y a un point que vous avez vu chez beaucoup d'acteurs industriels? Est-ce que c'est un manque de capacité disponible ou plus fondamentalement, c'est une connaissance insuffisante de leur dépendance réelle, notamment au niveau des pièces, des sous-ensembles ou même des fournisseurs de rang inférieur? Généralement, où est-ce que se localisent la plupart du temps ces dépendances? Alors, là, c'est un sujet. Et pourquoi ils ne mettent pas la focale dessus? Je fais une question un peu plus complète. Non, mais c'est un excellent sujet parce que euh, au moment où on a créé d'ailleurs France Industrie, l'idée était qu'il fallait rapprocher les grands groupes qui, à ce moment-là, étaient dans le cercle de l'industrie, des entreprises de taille plus réduite, mais qui étaient toutes dans le GFI, le groupement des fédérations industrielles du MEDEF. Mettre tout ce monde-là ensemble. Et on a créé donc ces 20 filières, avec aussi l'idée qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à partager dans la chaîne de valeur. Il s'agissait à l'époque plutôt des outils digitaux, les ERP par exemple, mais aussi les questions de compétences humaines, etc. Et depuis, la question de la criticité des matériaux est apparue. Moi, j'ai recommandé dans mon rapport à l'époque que les industriels fassent des analyses dans leur chaîne de valeur, où se trouvaient les métaux critiques qui dépendaient d'un seul pays, etc. Et d'ailleurs, à peu près au même moment, après, on a eu, juste après, c'était synchronisé, si je puis dire, mais la guerre en Ukraine, qui a créé sur le titane, il y avait d'autres matériaux critiques aussi des problèmes. Il est indispensable que les têtes de filière aient une analyse. C'est compliqué à faire, hein. Bon, il faut un questionnaire, mais il faut repérer tous les métaux critiques, pour savoir où ils se trouvent. Je vous demande juste un petit point de précision pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est sur le titane. En fait, c'est le titane de qualité aéronautique Oui. qui est à près de 80 ou 90% provient de Russie, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, tout à fait. Avec grosse part en Russie, Kazakhstan, etc. Il y avait tout. Mais effectivement, donc des incertitudes sur les livraisons.
Mais, et puis sur l'Ukraine, il y avait aussi d'autres produits comme le néon ou autres et des produits aussi qui allaient dans la gravure des composants, pour l'électronique. Donc ce travail doit être fait et d'ailleurs dans EU, le Resources EU qui vient de sortir, il est obligatoire que les grands groupes, heu, fassent cet inventaire et pour qu'on évite d'avoir, des énormes activités qui dépendent d'une matière critique qui est dans un seul pays. Voilà, ça c'est assez évident. Il faut faire ce travail et d'ailleurs, quand on a fait ce travail, on peut se poser à ce moment aussi la question des stocks stratégiques, puisque c'est une question qui s'est posée et comme on a affaire à chaque fois à des matériaux qui sont très spécifiques des utilisations, on peut pas j'ai du lithium, selon qu'il est fait à partir de saumure ou selon qu'il est fait à partir de mines traditionnelles, c'est pas le même lithium et donc son comportement dans les batteries ne sera pas le même. Donc si on veut faire des stocks stratégiques pour se prémunir, bah, il faut qu'on fasse intervenir ces éléments de qualité spécifiques qu'un État ne peut pas, tout maîtriser. Il faut que les industriels s'impliquent sur ce sujet. Est-ce que votre objectif en faisant France Industrie, en regroupant ces groupements, ce groupement d'industriels, c'était aussi d'avoir une capacité d'intégration un peu verticale aussi vis-à-vis de ces derniers? Alors, quand on regarde nos concurrents mondiaux, heu, je dirais que le concept d'intégration verticale qu'on a vécu, en Chine, au début du véhicule électrique, parce que c'était beaucoup les State-owned enterprise, mais pas uniquement, hein, puisque BYD n'était pas une une entreprise d'État au départ. Mais ce concept très vertical, je pense qu'il est pas forcément approprié structurellement, je dirais dans les économies, libérales, mais néanmoins, ça n'empêche pas d'avoir un fonctionnement collectif qui soit organisé, hein. Il y a pas de il n'est que des avantages à le faire. Je passe à une autre partie concernant votre rapport. Votre rapport, il se concentrait donc globalement sur 2 chaînes de valeur jugées prioritaires, les batteries pour véhicules électriques et les aimants permanents, comme vous l'avez dit, qui sont au cœur de nombreux équipements, auxquels on ne passe pas forcément. Au-delà des moteurs de véhicules électriques, les éoliennes, les pompes à chaleur également, les systèmes de production et de conversion d'électricité, ainsi qu'une large gamme d'équipements industriels et d'infrastructures indispensables à l'électrification des usages. Première question sur les batteries. Alors que les gigafactories aujourd'hui se développent rapidement en France, en Europe, on a parlé de plusieurs projets qui, en tout cas, certains, leur première pierre est déjà posée, d'autres sont en train de voir le jour. L'amont de la chaîne reste largement externalisé. Quels sont selon vous les maillons le ou les maillons qui sont réellement prioritaires de sécuriser pour éviter de déplacer la dépendance, mais sans la réduire? Alors, je pense qu'il faut distinguer, prenons les 2 exemples, hein, la filière de batterie et la filière aimant. Aujourd'hui, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que en France, en tout cas, grâce à, je dirais, toutes les mesures qui ont été prises, on a pu conserver l'essentiel des projets de gigafactory qui existaient au départ, hein. Et après la faillite de Northvolt, justement, il y a eu des questions et l'impact de la faillite de Northvolt a eu, par exemple en Allemagne, des effets assez délétères, hein, puisqu'il y a encore un ou 2 progrès en Allemagne, mais beaucoup moins que ce qu'il y avait, il y a 4 ans. Donc ça, c'est la bonne nouvelle et ces projets, démarrent. C'est le cas de ACC, c'est le cas d'Envision et puis c'est le cas de Verkor et puis il y a Prologium qui arrive. Donc je veux dire, ça voilà, c'est la bonne nouvelle. Alors la question derrière, c'est effectivement les les chaînes de valeur complètes. Alors, là, il y a 2 aspects. Il y a d'une part, le fait qu'aujourd'hui, heu, il est absolument essentiel que les constructeurs automobiles européens, qui ne sont pas dans une santé florissante, c'est un euphémisme, hein, au contraire, on va avoir je pense, des éléments de plan de sauvetage indispensables. Il est absolument indispensable que les batteries électriques soient intégrées, en tout cas, qu'il y ait une proximité, entre les gigafactories et les constructeurs automobiles, hein, puisque le concept du constructeur de batterie, il faut être indépendant des constructeurs automobiles, bon, on a vu Northvolt, hein, d'accord? Aujourd'hui, il y a quand même des liens entre Envision, Renault Verkor d'ailleurs et puis CC, Stellantis qui existent, hein, sur le plan de l'actionnariat aussi. Et comment obliger cela? Une forme Bon, d'off-take, de local content obligatoire, un pourcentage? bah,
Moi, je pense qu'il y a une responsabilité d'off-take, oui, hein, et dans la durée et bien sûr, après les conditions sont à définir à chaque fois, mais il faut qu'il y ait des relations, dans la durée. Bon, donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, cette fois-ci, au niveau, de la chaîne d'approvisionnement, il faut savoir que, on parle des métaux rares, souvent des métaux critiques. On ne parle pas du graphite, mais le graphite ultra pur est aujourd'hui contrôlé, À 90% comme des terres rares par la comme des Chine. terres rares par la Chine. Donc, un jour, on peut aussi avoir des surprises de ce côté-là et nous n'avons pas aujourd'hui enfin, il y a des projets, il y a eu des projets, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de décision, à ma connaissance, en tout cas, d'une usine de graphite ultra pur, qui soit effectivement, en tout cas dans un on va dire en France ou en Europe d'ailleurs, hein, mais dans un domaine qui ne soit pas à risque, hein, bon. Et ça, c'est un sujet. Bon, toujours le deuxième, toujours dans les supply chains, ce sont tout ce qu'on appelle les matériaux dans le jargon CAM ou pré-CAM. C'est Cathode Additive Manufacturing ou Pre-Cathode Additive Manufacturing. Donc, ce sont tous les éléments qui permettent de faire les cathodes des batteries. On parle souvent du lithium, qui est pour l'essentiel encore, c'est de l'électrolyte, hein, d'accord. Mais pour l'anode, on a donc le graphite, et puis la cathode, c'est pour le moment, on a besoin de manganèse, on a besoin Avec un certain niveau de granularité en plus de de batterie, batterie, donc bon. et où chacune des chimies de batterie a elle-même sa propre granularité. Donc on a affaire à des étapes de fabrication qui sont quand même très liées à la gigafactory et aux procédés retenus. Bon, là, je pense qu'on est en retard. Il y a des projets, hein, donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais par contre, ils ne sont pas forcément synchrones avec le développement de gigafactory. Bon. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est donc les chaînes en amont. Le troisième point, c'est le recyclage. Bon. Alors, le recyclage, on peut se poser la question, c'est pourquoi on a besoin de recyclage tout de suite alors qu'on n'a pas produit, quoi. Bon. Et c'est sûr que quand on a produit des produits pour une batterie qui va être dans une voiture et qui aura peut-être une seconde monte, on est sur un horizon de 15 ans. Alors, en réalité, on a quand même besoin du recyclage, des agents de recyclage au début, au moins d'une partie, parce que quand on démarre les Gigafactory, on n'a pas un rendement de 95% le lendemain. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de déchets. Voilà, il y a un pourcentage de déchets. Au départ, on a 10, 15, 20, 50, 30, 40, 50%. Donc, semaine après semaine, on suit la progression de ce taux. Mais enfin, le reste, c'est du déchet. Il faut le recycler. Bon, ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en avance sur le recyclage. Voilà, c'est pas dramatique. C'est moins important, je pense, que la partie amont que j'évoquais. Donc voilà, ça c'est pour la partie batterie. Sur la partie des aimants, par contre, on a fait de bonnes choses donc sur la partie amont, qu'on l'a évoqué tout à l'heure, avec Carester sur le recyclage et aussi la séparation terres rares lourdes, ça c'est bien. Par contre, sur l'aval, c'est-à-dire que l'aimant, à un moment donné, il y a les opérations de fritage, etc., et puis de travail sur les aimants, pour faire le bon mélange entre le fer, le néodyme, le praséodyme, les terres rares, etc. Bon. Pour parler des terres rares dont on parle très souvent, en fait, je vais vous redemander de détailler un tout petit point, c'est que généralement, la concentration est faite sur 4 terres rares qui font 80% du volume, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Dont le néodyme, le praséodyme. Moi, mais je ne connais pas le dysprosium, je ne les connais pas toutes, hein. Et le terbium, je crois qu'il est Terbium, oui, c'est ça, oui. Mais justement, il faut faire cette cuisine, si je puis dire, hein, de la haute valeur ajoutée. Et pour l'instant, on n'a pas ces maillons. Je pense que c'est un travail à faire en France, parce que en fait, la vraie souveraineté, c'est si on fait les aimants, hein. Il faut savoir qu'il y a quand même, même dans les véhicules traditionnels, on a beaucoup d'aimants, hein. On a 3 à 6 kilos déjà, hein, donc plus ce moteur après. Ouais. Ça, c'est un sujet qu'on a généralement du mal à percevoir, Philippe Varin. Ça, c'est un plaisir de pouvoir avoir votre éclairage là-dessus. C'est que en termes de market sizing, ce sont des très petits marchés on va dire, de volume complètement dérisoire par rapport au fer, au cuivre, à l'aluminium ou d'autres. Donc, ce qui explique aussi ce niveau de concentration, notamment hors Europe en plus. Ah oui, tout à fait. Et plus sur des matières qui ne sont pas cotées. Donc, en plus commercialement, il y a toutes les bonnes raisons pour avoir des prix différenciés. Une opacité de marché, on pourrait dire. Opacité, oui, c'est ça, oui, pour le moment, oui. Si l'on raisonne en termes de priorisation et de cadre de mise en œuvre, quelle serait selon vous la bonne échelle nationale, européenne, pour activer d'éventuels leviers? On en a cité certains, les stocks stratégiques, les mécanismes d'achat commun. Quel serait pour vous le bon mécanisme avec la bonne échelle?
Ouais, la bonne échelle, c'est le niveau européen, hein. Je pense que et quand on regarde d'ailleurs les acteurs en Europe, les acteurs importants, on a, je dirais sur la partie approvisionnement minier, même si la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a décidé de faire un inventaire, géologique, ben, donc depuis mon rapport et c'est maintenant parti et c'est une bonne nouvelle et on commence à reparler de, ben, voilà, du lithium, il y a il y a aussi, bah, par exemple du tungstène, dans le sud de la France. Enfin, il y a plusieurs, sujets qui sont à l'ordre du jour, mais en fait, il faut regarder la réalité en face. En Europe, les grands fournisseurs, ils sont au nord, c'est la Finlande, la Norvège, ça c'est tout le plateau et c'est le même plateau que le Canada et la Russie, hein, d'accord? Donc et donc, on a là, une ressource en Europe, qui fait partie des 30 voilà, de ressources propres. On importe quand même 70 au total, hein, donc c'est quand même un énorme sujet et on va continuer à pendant comme ça une dizaine d'années, hein. Bon, mais on a on a ça, donc ça c'est et puis au niveau des utilisateurs pour les batteries et les aimants, bon, ça reste encore surtout la France et l'Allemagne, hein. Donc, je pense que ces acteurs, voilà, sont, et avec une association des constructeurs automobiles, hein, la CEA maintenant, qui a été où Stellantis avait intégré la CEA. Donc, je pense qu'entre l'association des constructeurs automobiles, les miniers européens et les autorités de l'Union européenne, les grandes décisions doivent être prises dans cette enceinte, hein. La France fait un certain nombre de choses et elle joue, je dirais, elle doit jouer à son niveau, mais elle ne peut pas jouer seule. Je voudrais faire réagir sur l'annonce du plan Resource-EU qui est porté par la Commission européenne, notamment le commissaire européen Stéphane Séjourné. Et dans quelle mesure ce plan vous paraît-il crédible pour structurer une partie de ces différents leviers de sécurisation d'approvisionnement? Moi, je pense que le plan est tout à fait crédible. Les objectifs qui sont fixés, moi, je n'ai pas grand-chose à en dire. Mais ce qui m'apparaît très clairement, c'est qu'une chose, c'est d'avoir un plan, d'annoncer des objectifs, et puis l'autre chose, c'est de les mettre en œuvre et d'avoir une cohérence dans l'exécution. Alors, on s'est retrouvé sur l'automobile avec l'horizon 2035 dans une situation où on s'est fixé des objectifs extrêmement ambitieux, avec une politique, une européenne qui n'avait pas de cohérence globale, puisqu'on on veut développer les véhicules électriques, mais on ne développe pas les systèmes énergétiques de manière cohérente de toute façon. Donc on avait un problème. On arrive à une situation où l'échéance 2035 arrive, et puis bah, on est obligé de mettre de la souplesse dans l'exécution, etc. Bon. Donc sur Resource EU, c'est un peu la même chose. On a fixé des taux de recyclage minima, on a fixé je dirais une non-concentration de certaines ressources, etc. Bon, avec les 34 matières premières critiques qui ont été identifiées. Bon. Mais quand je regarde les moyens qui sont mis en œuvre, alors au niveau de la recherche-développement notamment, mais pas uniquement, de l'industrialisation, on est très loin de ce qui est mis en œuvre aux États-Unis ou en Chine. Donc là, c'est là qu'est le problème. Et j'ajoute que le fonctionnement de l'Union européenne, qui chacun est dans son couloir au niveau des commissaires, n'est pas forcément idéal. Donc il faut trouver un mode de fonctionnement sur ces sujets. Je veux dire, ça dépasse légèrement le cadre de notre discussion aujourd'hui, mais il y a deux grosses questions aujourd'hui en Europe pour l'industrie. La première, c'est celle qu'on évoque, hein, c'est l'automobile et puis toutes les filières d'approvisionnement et le véhicule électrique derrière. Et puis, il y a aussi ce qui se passe sur le fait que la chimie, l'acier, l'aluminium, etc., ben, les matières premières quittent l'Europe. Bon, et il faut des plans de sauvegarde, et ces plans de sauvegarde, pour qu'ils soient mis en œuvre dans des délais voulus, avec la loi, les fonctionnements des 27 aujourd'hui, et le fonctionnement de l'ensemble de l'administration de l'Union européenne, ça ne peut pas le faire dans les temps. Donc, voilà. Comme ça, oui, c'est un peu au-dessus de ma condition, ce pas, mais je le pense très fort. Voilà. Mais merci de nous le partager. En tout cas, maintenant, pour cette dernière partie, je voudrais que vous nous rappeliez un peu brièvement vos fonctions actuelles au sein de l'ICC, que nous présentiez en quelques mots
un peu l'origine de cette chambre du commerce international, pourquoi elle est à Paris, ses missions et le rôle qu'elle joue dans la régulation et la fluidité du commerce international? Alors, oui, je préside ICC, International Chamber of Commerce, qui est l'Organisation mondiale des entreprises basée à Paris. Alors, c'est une organisation qui a 45 millions de business dans le monde qui sont liés aux chambres de commerce. Et nous regroupons les 2000 chambres de commerce du monde. On est présent dans 170 pays. Hein. Mais en plus, on a 94 comités nationaux dans les grands pays en direct pour ICC. On est connu historiquement par, je dirais, le commerce international, puisque on régule, et c'est pas assez su d'ailleurs, hein, on parle beaucoup du fardeau bureaucratique, des normes. Enfin, avec les incoterms, on régule 17 trillions de dollars de commerce dans le monde. C'est quand même pas... On peut nous définir rapidement pour les incoterms? Les incoterms, Les incoterms, oui, pardon. vous savez, quand vous livrez, je vous vends, vous l'achetez. Il faut délivrer le bien. Sur de la logistique de matières premières. Logistique, Voilà. la logistique du bien. Hein, donc, c'est soit free on board, ou c'est y compris les assurances, faire toute une nomenclature qui fait qu'un acheteur et un vendeur peuvent s'entendre simplement, mais qu'il faut qu'ils parlent le même langage. Bon, alors, ça, c'est... Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire, c'est de digitaliser ces 17 trillions de dollars, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est pas directement lié à notre sujet, mais c'est qu'aujourd'hui, le transfert des biens, il est papier. Pourquoi? Parce que le titre de propriété doit suivre le bien d'après les lois. Alors que le B2C, Business to Customer, est tout à fait digitalisé. Mais là, on a un potentiel de gain énorme, puisque à la fois, si vous achetez, je vous vends, et entendez, il y a 36 étapes, et parce qu'il y a les douanes, il y a bien sûr les banques, il y a les assurances, il y a le transporteur, et tout ce monde-là, il y a du papier partout. Bon, voilà, donc on est en train de préparer une opération de digitalisation massive, mais l'enjeu est énorme, hein, sur 17 000 milliards de dollars. Si vous avez 10% de coûts de transport, on doit pouvoir faire des gains. Bon, ça, c'est... alors, on est aussi connu, quand les choses vont mal, par la cour d'arbitrage, et on règle, pardon, 200 milliards de dollars de claims. Hein, voilà. Alors, ça, je dirais, c'est de l'activité traditionnelle. Aujourd'hui, alors, il faut savoir qu'on a un siège aux Nations Unies, qu'on a un observateur à l'Organisation mondiale des douanes, etc. Donc, on est dans tous les grands débats internationaux. Et aujourd'hui, on a deux sujets sur lesquels on travaille, mais qui ont un lien avec ce que nous abordons ce soir. C'est le climat, puisque les Nations Unies nous ont désignés comme Focus Business Point dans les réunions internationales comme la COP. J'étais à Belém, franchement, on a un petit sujet. Hein, c'est-à-dire qu'on ne traite pas, on n'a pas traité à la COP 30 les vrais sujets. Donc, ICC est là pour rappeler qu'aujourd'hui dans le monde, lorsqu'on met en place des projets énergétiques et que les pays en développement ou émergents représentent 2 tiers de la population mondiale, on n'y trouve que 14% des nouveaux projets. Et qu'en Afrique subsaharienne, 2%. Ça veut dire que l'écosystème de financement mondial, et notamment le financement public, sont inappropriés, je dirais, pour tenir les objectifs climat. Bon. Par contre, sur la dimension climat, comme on ne pourra pas avoir des bons projets dans les énergies renouvelables si on n'a pas une régulation appropriée sur les matières premières, on est en train de mettre en place, on a un grand projet de mettre en place un Critical Materials Data Hub pour qu'on puisse avoir une base de données commune mondiale sur les principales caractéristiques des métaux critiques, physique, impact environnemental, etc. Alors, on verra ce qu'on met dedans, mais on a tout le réseau pour faire ça. Et aujourd'hui, les négociations qui doivent avoir lieu, parce que dans nos activités, je parle du climat, mais on a aussi la revitalisation du multilatéralisme dans le domaine du commerce. Bon. Et on a beaucoup de sujets qui sont des entorses au droit aujourd'hui, les subventions, les politiques industrielles, les restrictions aux exports, notamment des matériaux, mais aussi tous les problèmes de data, par exemple. On a un certain nombre de sujets où il va falloir, si on veut une règle de droit,
enfin, on discute de ce que pourrait être la règle de droit, parce que quand l'OMC a été créée, l'Organisation mondiale du commerce, il y a 30 ans, il n'y avait pas de problème de climat. Il y en avait, mais c'était en devenir. Il n'y avait pas de data non plus. Et donc, tous ces sujets, il n'y avait pas de problème d'entorse sur les matériaux critiques. Donc, tous ces sujets ne sont pas traités. Donc, nous intervenons. Et si on veut des négociations un jour sur ces sujets, il faut qu'on ait les datas nécessaires. Il faut donc des datas sanitisées, comparables, etc. Donc, l'Agence internationale de l'énergie, qui a été fondée en 1995, fait un certain nombre de choses. Mais je pense qu'il faut qu'on mette en place des dispositifs mondiaux sur les données concernant les matériaux critiques. Dans vos fonctions actuelles, comment les tensions autour des matières premières et de ces chaînes d'approvisionnement, elles se manifestent-elles concrètement au travers de litiges commerciaux et autres entreprises? Alors, je dirais, c'est très compliqué pour les entreprises. Parce que lorsqu'un État, prenons l'exemple des terres rares, hein, on a eu même en Europe, pendant de très brèves périodes, on était sujet à donc des restrictions et donc être séché de l'approvisionnement de terres rares. Bon. Mais dans ces moments-là, tout le monde essaye par tous les moyens de se fournir. Donc, le conflit entre un État et une entreprise dans le domaine est complètement déséquilibré. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en Europe, on peut avoir accès aux terres rares chinoises, mais il faut remplir un questionnaire. Je vous invite à regarder les questionnaires du MOFCOM, d'ailleurs, qui sont très détaillés, mais qui vous obligent, vous, qui utilisez les terres rares de la République démocratique chinoise, ben là, vous allez dire à quoi vous les utilisez, quels seront vos clients, etc. Donc vous allez devoir dévoiler un certain nombre d'informations qui font que quand vous aurez rempli le formulaire et qu'il sera examiné après un certain temps, etc., vous recevrez ou pas d'ailleurs ce que vous avez demandé. Et donc, on est dans un contexte très, très difficile et je pense que il faut aller en amont de ces situations, parce qu'on arrive à ces situations, il est trop tard. Hein. On ne peut pas forcément assurer ces risques-là facilement. Hein. Donc, il est important qu'il y ait à un moment donné des négociations au niveau des pays sur ces sujets. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui une multiplication des accords bilatéraux. Ces accords bilatéraux, ils intègrent cette dimension matériaux critiques. C'est-à-dire quand vous parlez d'accords bilatéraux, c'est des formes Oui. de MOU et de collaboration bilatérale signées entre pays? Oui, il y a donc un registre, dans le cas du Mercosur, il y a aussi d'ailleurs des éléments sur les matériaux critiques, par exemple. Hein, voilà. Dans les premières mesures protectionnistes américaines et l'intensification des tensions commerciales avec l'administration Trump, est-ce que vous observez une évolution de la nature, du volume et de la typologie des différents traités, des différents que vous traitez dans l'écosystème de l'ICC, en particulier ceux évidemment liés aux matières premières? Aujourd'hui, si vous voulez, historiquement, les matières premières n'ont pas fait l'objet d'accords spécifiques. Il y a eu des accords spécifiques matières premières, comme le Mineral Security Partnership, par exemple, où les États-Unis jouent un rôle, le Canada, etc. Et donc l'Europe en fait partie aussi. Il y a une forme de collaboration pour les partenaires des États-Unis, Oui, c'est ça. le MSP. Et avec l'idée, qui me paraît très importante, hein, c'est aussi qu'on ait des standards communs. Parce que si je regarde aujourd'hui le commerce mondial, bien sûr, il y a beaucoup de difficultés pour la fluidité du commerce. Bien sûr, il y a des restrictions qui peuvent exister sur les export control dans beaucoup de domaines, mais il y a aussi le fait que quand on parle d'une mine responsable dans la régulation batterie en Europe, hein, comme un des éléments avec le passeport batterie et autres qui doit être intégré pour qu'une batterie puisse rentrer en Europe, la définition de la mine responsable reste encore un concept. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs standards possibles. Et donc, il faut faire des choix. Donc, je pense que la priorité aujourd'hui est à... Je ne pense pas que les accords multilatéraux soient la bonne solution. Ce sont des accords soit bilatéraux, soit plurilatéraux. Et il est important que derrière
idée de fluidité, etc., il faut partager des standards qui soient cohérents. C'est-à-dire que, et derrière, on voit bien les problèmes avec le CBAM en Europe, hein, donc le CBAM qui est donc l'ajustement aux frontières pour des pays qui n'auraient pas la même préoccupation de bien traiter le CO2. Ben, je dirais de la même manière, on aura les mêmes sujets sur les matériaux, sur la mine responsable. Et c'est un sujet de normalisation Oui. donc on va dire, ces sujets de standards sont portés notamment, j'imagine, par l'Agence française de normalisation, notamment en France, et ses homologues un peu internationaux? Oui, mais dans ces cas-là, ce qui est peut-être encore mieux, c'est d'avoir en premier chef une standardisation par les acteurs miniers en direct, comme je dirais le ICMM, qui est l'Organisation mondiale des mines, et puis ensuite ça peut être repris dans l'ISO, si vous voulez, mais voilà, je préfère que ça démarre par les intéressés. Oui. Une dernière question avant de clore cette première partie, Philippe Barin, c'est les épisodes récents, surtout dans vos fonctions actuelles, ils révèlent-ils avant tout une logique de puissance, de prédation économique ou une transformation plus profonde et structurelle des règles du commerce international et de ces chaînes de valeur stratégiques qu'on a évoquées? Je reviens sur ce terme que vous m'aviez évoqué la première fois par téléphone, de weaponization justement, de certains blocs de concentration, de certaines filières. Dans la weaponisation, on en a un peu parlé sur les terres rares. Ce qu'on voit aujourd'hui, clairement, c'est que si on reprend la situation 30 ans en arrière, on a développé des standards multilatéraux et l'OMC, je dirais, c'était l'ORS. D'accord? Donc, on était tous d'accord, et que l'a dit récemment Marc Carnet de manière. Enfin, je vous encourage à lire son discours à Davos. Hein. Marc Carnet a dit très simplement, écoutez, on savait bien que bon, tout ça n'était pas parfait, mais on faisait semblant de croire que c'était la bonne solution. Mais il y avait donc une doxa sous-jacente à la création de ces institutions mondiales, qui était celle du libéralisme de Global North. Bon, aujourd'hui, on est rentré dans un monde différent. Donc, le multilatéralisme de demain, c'est pas le multilatéralisme d'avant-hier. Ça ne peut s'appuyer que, je pense, sur un dispositif à géométrie variable qui repartira de nombreux accords qui sont en train d'être signés, des accords bilatéraux, plurilatéraux. Le dernier en date, peut-être, hein, c'est quand même l'Union européenne et l'Inde. 2 milliards d'habitants qui signent un accord. Je pense qu'il respecte la règle de droit et qui fait en sorte qu'on trouve des zones de consensus et de gains communs. Donc, mais c'est un exemple. Et il y a aussi, bien sûr, ce que fait l'ASEAN. Puis je ne vais pas citer tous les accords plurilatéraux qui existent. Mais le multilatéralisme de demain, ça va repartir de blocs qui existent, qui se créent entre pays qui se font confiance, qui partagent donc, je dirais, une règle de droit, pas des communes, très souvent inspirées des règles de l'OMC d'ailleurs, hein, aussi, qui reprennent. Aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête que, les États-Unis ne représentent que 13% des importations mondiales, donc 87% du monde continue à travailler sur une règle de droit de l'OMC. Et la meilleure la meilleure preuve en est que il y a une des clauses de l'OMC qui est la Most Favored Nations, la nation la plus favorisée. C'est-à-dire qu'on fait du commerce avec quelqu'un où tu fais lui faire les mêmes conditions à tous les autres, sauf conditions particulières à définir. Mais 72% du trafic mondial aujourd'hui est cohérent avec la règle de la nation la plus favorisée. Donc, mon point, c'est que le nouveau multilatéralisme doit s'appuyer sur tous ces îlots plurilatéraux qui se sont construits et à partir de là, reconstituer un système, je dirais, par le bas probablement. Mais merci beaucoup Philippe Barin. Désormais, nous allons passer aux questions de la boîte à questions, qui sont les questions que vous nous avez posées. Philippe Barin, première question. Faut-il anticiper des tensions ou des distorsions d'allocation des ressources de métaux critiques liées au développement simultané de plusieurs priorités industrielles, notamment avec la montée en puissance des programmes nucléaires et de la transition énergétique? On va, enfin, pour répondre à la question, je pense que sur tout ce qui est lié aux métaux critiques, on a clairement, effectivement, des zones de tension. Hein, on l'a évoqué largement sur les terres rares.
c'est moins vrai, je pense, sur le lithium, mais il peut aussi y avoir des tensions sur certaines qualités. Je pense qu'il faut faire très attention au cuivre, hein, parce que le cuivre est un domaine où les ressources minières ne sont pas infinies. Et aujourd'hui, l'accès à des teneurs des gisements qui ont des teneurs en cuivre de l'ordre de 2%, comme ça a été le cas dans le passé, c'est un peu du passé, justement, hein. Dès qu'on est à 0,5, on est content, mais c'est cher, ça prend du temps. Et la consommation de cuivre, elle est en très très forte hausse et ça va continuer. Donc, sur la question des métaux critiques en général, et des métaux comme le cuivre qui peuvent devenir critiques, je pense qu'on a déjà pas mal abordé le sujet. Il y a la question du nucléaire, hein, puisque effectivement, on assiste dans le monde aujourd'hui à vraiment un redémarrage du nucléaire, sujet que je connais un peu. D'ailleurs, pour la France, on voit ce qui s'est passé au Niger, hein. Moi, je me souviens, il y avait 3 grandes sources pour arriver à Orano en France, qui étaient donc le Niger, le Kazakhstan et le Canada. Bon, le Niger disparaissant, on a retrouvé d'autres ressources ailleurs. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le nucléaire, enfin l'uranium, le minerai d'uranium, soit un sujet essentiellement critique. Je pense que c'est tout à fait gérable, ce qui n'est pas le cas forcément de certains produits après enrichissement, où là on rentre dans des domaines qui sont domaines hautement stratégiques, hein, puisque on le voit bien sur l'Iran, hein. Et là, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vu qu'Orano avait, sur les questions d'enrichissement, maintenant développé avec les États-Unis des projets extrêmement importants. Donc, mais je ne vois pas le nucléaire, enfin, la chaîne comme un élément je dirais, de criticité, au sens où on l'a entendu dans les matériaux critiques jusqu'à présent. À part peut-être le zirconium, peut-être, je pense, qui peut être On le peut y seul. voir, oui, mais là, ça, c'est dans la fabrication du nucléaire et donc, notamment dans les tubes, oui, ça peut être un élément. Et pour le reste, globalement, un problème dû au volume et à la compétition d'usage sur le cuivre ou par substitution de l'aluminium, j'imagine également. Oui, oui. Ah oui, ça. Oui, oui, le substitution des mieux pour le cuivre, oui, oui, oui. Seconde question, vous pouvez répondre ou non, puisque vous n'êtes pas chez Infravia. Près de 3 ans après son lancement, le fonds métaux critique de France 2030, c'est un fonds, bon, vous le repréciserez, le fonds métaux critique de France 2030 peine à mobiliser des investisseurs privés, industriels et institutionnels. Comment expliquez-vous ce manque d'intérêt, notamment au regard des divergences d'attentes entre acteurs industriels et financiers? Quelles pistes de remédiation voyez-vous dans l'évolution de la thèse d'investissement, du profil risque-rendement ou de la structuration même du fonds? Alors, pour faire une petite précision, c'est un fonds délégué par l'État avec des fonds France 2030, justement, mais qui est délégué à un fonds privé. Oui, il y a eu 500 millions à verser, ou qui vont l'être, je ne sais pas où on en est d'ailleurs, mais qui viennent de France 2030. Oui, l'attention, donc si on prend l'attention de départ, j'ai recommandé qu'il y ait un fonds d'investissement au niveau français, mais avec l'idée aussi d'ailleurs qu'on pourrait ensuite élargir pour en faire un fonds européen, pour apporter sur des projets qui seraient réalisés dans des domaines, des zones potentiellement à risque, hein, et je dirais, essentiellement hors du territoire français d'ailleurs, hein, apporter du capital de telle manière à ce que notamment des constructeurs automobiles, mais aussi sur l'aéronautique, enfin bon, qui ont besoin de sécuriser leurs ressources à long terme, il puisse y avoir des prises de participation minoritaires de certains acteurs de transformation qui verraient d'un bon œil un partenaire de confiance important de l'equity, enfin des fonds propres en parallèle. Bon. Alors, pourquoi est-ce que ça va aussi vite que ce qui était prévu au départ? Non. Ça prend du temps. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je dirais, sur toute la partie automobile, en tout cas, effectivement, la dureté des temps en ce moment fait que les gens ne se précipitent pas pour être eux-mêmes investisseurs dans des projets amont. Hein. Même si c'était le cas, Stellantis a investi en Argentine sur du cuivre d'ailleurs. Mais faute de quoi? Cours de la commodité? Est-ce qu'il y a un problème? Alors, il y a d'une part les ressources financières des constructeurs, ils allouent leur priorité, et c'est pas forcément là où on souhaite que les allouent, forcément. Deuxièmement, le prix des métaux a baissé depuis 2022, très sérieusement. On était à des pics. Hein, là, je pense que
le cours du lithium était monté à 6 fois le niveau où on est aujourd'hui. Et donc ça a donné l'impression aux constructeurs que, bon, ben, voilà, comme tout s'y prenait un peu plus de temps, ils n'étaient pas pressés d'investir. Derrière tout ça, il y a aussi le fait que, de manière surprenante, alors que l'Europe importe 60%, 70% de ses besoins, l'Afrique devrait être un partenaire privilégié. Or, aujourd'hui, il y a très peu de... je ne connais pas un contrat d'off-take de long terme entre un constructeur européen et un minier africain aujourd'hui. Je pense que c'est un risque à long terme. En clair, la Chine a été extrêmement présente en Afrique. Elle est toujours, bien sûr. On a eu un moment les Russes très présents, mais enfin, les Russes, ils avaient cette vertu pour les Chinois, c'est qu'ils se préoccupaient surtout de l'or et des diamants et ils laissaient le reste pour la Chine. Il y avait un partage des tâches, si je puis dire, mais enfin, ce n'était pas très favorable aux acteurs européens. Mais aujourd'hui, pour des questions de traçabilité, les constructeurs évitent à s'engager à long terme parce qu'ils n'ont pas la sécurité sur les conditions RSE je dirais, des producteurs. Et que se passe-t-il? Ben, c'est Glencore, Trafigura, des traders, qui aujourd'hui ont une activité extrêmement florissante en Afrique. Qui interviennent surtout sur la partie transport de matières premières et logistique. Oui, mais aussi, y compris l'acquisition de parts dans des mines. Bon. Hein. Donc, je pense que néanmoins, je dirais la finalité du fonds, et en parlant encore à Vincent Lévita, qui est le patron de Fadia, bon, je pense qu'il faut un peu plus de temps et que les choses vont finir par se matérialiser. Autre question, Philippe Barin. En l'absence de mécanismes contraignants ou d'engagement d'achat ferme, les industriels peuvent-ils, selon vous, réellement diversifier leurs sources d'approvisionnement ou les fonctionnements du marché les conduit-ils structurellement vers les solutions les moins chères et les plus simples à court terme? Je veux dire, la responsabilité d'un utilisateur industriel, c'est effectivement, dans les conditions qui respectent, je dirais, les normes, les standards, c'est d'avoir, je dirais, l'accès le plus favorable, de ne pas lui reprocher. La question, c'est à court terme. Hein, voilà. Et c'est absolument essentiel pour les leaders d'avoir une vision géopolitique qui fait que ils s'assurent que dans le moyen terme, je dirais, le parti qu'ils ont pris est tenable. Hein. Voilà. Voilà. Et ça, je dirais, c'est au cas par cas. Mais se fournir, quand on est constructeur d'avions ou d'armement ou automobile uniquement à court terme, me paraît extrêmement risqué. Bon, voilà. Eh bien, Philippe Barin, nous attaquons rapidement cette dernière partie, qui sont les questions du chat en direct. Donc, nous attendons vos questions. Vous avez été nombreux, j'en vois beaucoup, très nombreux à nous faire des questions, à nous poser des questions auxquelles Philippe Barin a déjà pour la plupart répondu. Donc, première question, comment peut-on se procurer le rapport Barin? Je ne le trouve pas sur Internet. Non, évidemment, le rapport Barin était confidentiel au départ. Alors, il y a quand même de larges extraits sur Internet. Je pense que si on veut les œuvres complètes, entre guillemets, il faut voir avec l'Ofrémy, qui a certainement les moyens de vous en donner l'essentiel. Alors, pourquoi c'était confidentiel? C'est que c'était le résultat de discussions approfondies avec les différents acteurs industriels, notamment les clients aussi. Hein, donc, il y avait sans doute des informations qui devaient rester confidentielles. Bien sûr. Autre petite question qui est plus localisée sur la gouvernance de l'uranium en France. Est-ce que le haut-commissaire à l'énergie atomique s'occupe de l'uranium d'Orano, s'occupe de l'uranium d'Orano? Généralement, c'est ça la question, même si elle était un peu localisée sur le Niger, mais là, c'est... Enfin, il y a forcément, je dirais, une supervision générale, mais Areva et Orano l'est depuis, une société de plein droit qui a toute la responsabilité sur le développement de ces ressources minières. Hein, tout est. Alors, il y a toujours, bien sûr, sur les questions de nucléaire, une dimension politique. Lorsqu'on négocie en Chine, par exemple, un contrat de retraitement, eh bien, ça s'accompagne d'un accord intergouvernemental. Et si l'accord intergouvernemental n'est pas là, eh bien, il n'y aura pas d'accord, je dirais, entre les acteurs économiques. Mais
dans le cas des mines, c'est tout sur la responsabilité d'Orano. Parce qu'on pourrait s'interroger, Philippe, hein, pour aller un peu plus loin que ce que posait la personne qui s'est posé la question. On ne voit pas pourquoi on ne voit pas l'uranium dans ces matières minérales critiques ou stratégiques dans les listes, notamment européennes? Ah, vous savez, le nucléaire en Europe a fait l'objet de très grands débats, hein. Bon, et donc je pense que, compte tenu du fait qu'il y avait un désaccord, sur l'énergie nucléaire fondamentalement, qui d'ailleurs, a des conséquences bien au-delà de cette liste de matériaux critiques, et qu'au fond, je pense que la France a de quoi traiter le sujet, à son niveau et de manière performante. Il y a pas eu de nécessité d'avoir, le nucléaire dans cette liste. Ça viendra peut-être un jour, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Et une dernière question. Je n'ai pas compris pourquoi nous devions faire en Europe, je n'ai pas compris comment nous devions faire en Europe pour construire, comme les États-Unis, notre autonomie stratégique sur les métaux critiques. Pouvez-vous un peu me redéfinir leur méthodologie? En fait, ils prennent des participations dans certaines entités qui jugent stratégiques? Ouais. Et effectivement, aux États-Unis, ils ont pris directement, l'État a pris des participations, dans MP Materials, hein, donc c'est une participation directe. Bon, et par ailleurs, ils ont créé, une société spécialisée sur les terres rares, par ailleurs. Donc, heu, au niveau, heu, au niveau européen, sur ces sujets, bon, on le voit, pour l'instant dans le nord de l'Europe, hein. On a des acteurs, industriels qui prennent, des options de développement, de projets et cetera. Donc, en Europe, il faut que ça passe, par, industriellement des investissements. C'est pour ça qu'il faut des fonds d'investissement européens. C'est pour ça que la BEI doit aussi, financer des projets et ça au niveau de l'industrialisation et du projet. Au niveau de l'innovation, il faut qu'on soit capable de mettre, des grants, beaucoup plus importants parce que je dirais, ah, au niveau de l'IRA, on raisonne sur à chaque fois des sujets à 50 millions ou 100 millions ou plus en matière d'innovation et en Europe, on est à 10 fois moins, quoi, donc il y a un sujet. C'était la dernière question que j'allais vous poser. C'était parce que quelqu'un demandait un petit peu de détailler le mécanisme de l'IRA. Il y avait donc des taxes crédites à chaque étape de la chaîne de valeur, notamment pour les pays où étaient extraits les matières premières qui étaient ensuite en local content mises dans les batteries, que ce soit aux États-Unis, mais également dans les pays où il y avait un accord de libre-échange, si je ne me trompe pas, Oui. donc Mexique et Canada. Oui, l'IRA peut financer. Dans le cas des panneaux solaires, par exemple, l'IRA finançait la différence entre le prix de revient d'un panneau solaire aux États-Unis et le prix de revient d'un panneau solaire importé de Chine. Donc, il y a différentes modalités, mais à chaque fois pour promouvoir effectivement Inflation Reduction Act. Enfin, bon, voilà. Philippe Barin, encore merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous. Désolé pour les quelques contraintes techniques. Merci pour cet éclairage, cher Philippe, à nouveau approfondi sur ces enjeux industriels, politiques et stratégiques de demain. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire dans 2 mois et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne soirée. À bientôt. Merci pour votre invitation. Merci à vous.